¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. El conjunto de programas que hemos estado haciendo sobre el movimiento del 68 le pedí a Olivier Montjean, él es escritor, editor de la revista L'Esprit, que nos contara cómo ocurrió mayo del 68 en Francia y cómo reverberó ese movimiento en el resto del mundo, qué elementos constitutivos le dieron origen, cuáles elementos han sobrevivido en el tiempo, cuáles nos afectaron después en México. Es una conversación muy interesante, fascinante diría yo, no solamente sobre lo que ocurrió hace 50 años, sino lo que está ocurriendo hoy con los movimientos donde muchos jóvenes han participado para transformar su realidad. 68 es el tema de esta noche. Comenzamos. Pues como lo prometí, para conmemorar el 68, hoy tenemos una gran entrevista. Olivier Montjean, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Olivier Montjean, él es escritor, académico, tiene textos muy interesantes y sobre todo también ha sido editor de la revista L'Esprit y de una compañía que justamente se ha dedicado durante muchos años a compartir el conocimiento no solamente de Francia, sino del mundo. Así que por eso está hoy, para hablar del 68, el 68 francés, de los 68 y cómo a la luz de nuestro tiempo podemos mirar esos eventos. Olivier, merci beaucoup d'être ici. Et bon, je vous prie de nous parler du mai 68. Pourquoi pour la France c'est si important? Pourquoi pour les Français, parce que maintenant on parle de mai 68, lorsque vous avez eu plusieurs mouvements pendant le 19e siècle, pendant le 18e siècle, et on parle de mai 68. Pourquoi? Pourquoi? On peut s'interroger toujours. C'est le 50e anniversaire, rendez-vous compte. 1968, 2018. Et on n'a jamais autant parlé de mai 68 qu'il y a ces derniers mois, puisque effectivement il y avait la grève de la SNCF. Donc on imaginait qu'il y allait y avoir un nouveau mai 68, ouais. 50 ans après. Il y a quelque chose dans l'imaginaire français qui est obsédé par mai 68. Alors d'un mot simplement, il est évident qu'il y a une instrumentalisation politique aujourd'hui de mai 68. Là, je ne parle pas de mai 68, je parle de l'instrumentalisation aujourd'hui. Le Front National, l'extrême droite, dit mai 68, c'est le début de la fin de l'État-nation. Vous avez une gauche républicaine classique, anticapitaliste, qui dit mai 68, c'est le début de l'individualisme. C'est le nouvel esprit du capitalisme, pour parler comme deux intellectuels français. On pourrait continuer. Tous les partis politiques expliquent un peu le bien ou le mal français par mai 68. Donc il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant historique. Le tournant historique, il est évident. N'oubliez pas, 68, c'est le moment où le général de Gaulle, qui a incarné l'autorité française, d'une certaine manière, est mis en difficulté. Mais pas uniquement le général de Gaulle. À l'époque, c'est toutes les grandes institutions politiques, ecclésiales, syndicales, qui sont d'une certaine manière mises en cause. Voilà, donc d'une part, il y a le fait qu'on continue à voir 68 comme un tournant historique, et le fait que ça ait effectivement été un moment historique important. Puisque, voilà, mais, et je m'arrêterai, le paradoxe, c'est que mai 68, c'était un moment de mise en suspens de la société française. D'une certaine manière, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est ça le paradoxe sur lequel on peut revenir. Aidez-moi à comprendre les contextes à l'époque. C'était les baby boomers qui arrivaient à l'université. C'était l'époque où le féminisme a vraiment surgi. Et, la pilule anticonceptive s'était utilisée, s'est démocratisée, ça a changé la vie des femmes. C'était l'époque aussi des autres mouvements pacifistes contre la guerre de Vietnam. C'était quoi? Aidez-moi à comprendre là, les vous contextes. Donnez déjà deux éléments très importants. On a beaucoup
présenté mai 68 comme le mouvement de la jeunesse qu'on était en train de découvrir. C'est pas mai 68 qui fait qu'on découvre qu'il y a des jeunes dans le monde entier, qu'il y a une nouvelle génération. Mais c'est important. Les gens n'étaient pas sujets politiques à l'époque. Ils sont devenus sujets politiques en 68. Oui, on peut dire ça. Parce qu'en même temps, les jeunes qui font mai 68 sont les jeunes qui sont à l'université. Parce que tout le problème de mai 68, c'est effectivement qu'on arrive avec la perspective, on est ici à l'UNAM, de l'université de masse. Et que la France n'est pas préparée à l'université de masse. C'est à Nanterre que va commencer le mouvement du 22 mars, avec quelqu'un qu'on connaît très bien maintenant, Danny Cohn-Bendit, qui est aujourd'hui... Danny Le Rouge. Danny Le Rouge, qui est un conseiller de M. Macron sur l'Europe. Voilà, donc on est quand même à Nanterre, une toute petite université, il y a les bidonvilles autour, et on n'est pas du tout prêt à se confronter à l'université de masse. Paul Ricoeur... Quelle était la cause à Nanterre qui a détonné les mouvements? La cause à Nanterre, c'est effectivement le problème de la réforme de l'université. C'est donc la question du savoir. C'est la question du savoir qui est déterminante. On va se battre sur effectivement des réformes pédagogiques, des réformes qui concernent des disciplines, etc. Mais après, il ne faut pas se tromper. Le mouvement, il va se diffuser très très vite. Parce qu'on est quand même dans une ambiance politique où la vraie question, c'est la question du travail. C'est la question de l'ouvrier. C'est la question du salarié. Donc l'université doit être autonome, mais en même temps, elle doit s'accompagner de luttes qui sont les luttes ouvrières. Et le mouvement de 68, il est très souvent symbolisé par les étudiants. Ce n'est pas le cas de Danny Cohn-Bendit, mais les étudiants qui partent travailler comme ouvriers. C'est le mouvement qu'on appelle des établis. Les établis, c'est effectivement l'idée qu'on va travailler dans les usines. Donc, mai 68, le départ, c'est l'université. C'est comment on peut accueillir cette nouvelle génération qui arrive dans l'université de masse. En France, nous ne sommes pas prêts à accueillir cette université de masse, mais en même temps, ça ne peut se faire qu'avec, c'est ce qu'on appelle l'agrégation des luttes. Il faut qu'il y ait également les ouvriers, il faut que les luttes ne soient pas que les luttes étudiantes. Les étudiants sont l'avant-garde, on va voir ça après dans plein de mouvements, sont l'avant-garde effectivement des luttes qui vont donner lieu au mouvement de mai 68. Mais je reviens sur le paradoxe, le mouvement de 68 est un mouvement qui est très peu violent, qui est un mouvement très calme, et qui est un mouvement qui va très vite sortir de l'université. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Il part de l'université, c'est un mouvement de jeunes. Les femmes, effectivement, jouent un rôle très important, vous avez raison. Mais on ne peut pas comprendre mai 68 si on ne voit pas également qu'on est en train de sortir de ce qu'on appelle la décolonisation, des guerres coloniales. La plupart des gens qui sont les animateurs de mai 68 sont des gens qui ont été à la tête des mouvements étudiants anticoloniaux. C'est très important parce qu'effectivement, la guerre d'Algérie est quelque chose qui est central. Et les militants de mai 68 sont des gens qui sont des militants de la décolonisation à l'UNEF et dans d'autres mouvements. Il y a beaucoup de divisions autour de mai 68. La division politique, je vais revenir, mais la division intellectuelle. Je vais forcer un peu la chose, mais c'est très intéressant, par exemple, la division entre Raymond Aron, d'un côté, Jean-Paul Sartre de l'autre. Bon, ça symbolise un peu ce qui s'est passé dans l'interprétation du moment, pas ce qu'on a écrit après. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette perception, par exemple, Aron contre le mouvement, Sartre à faveur du mouvement? Le paradoxe, je relisais là, sachant que nous allions discuter des textes, Aron n'est pas du tout contre la révolution. Puisque Aron dit que dans certaines conditions, il est normal que des peuples fassent la révolution, face à des dictatures. Donc le mouvement, il n'est pas pour ou contre la révolution. Le mouvement, il va être de savoir comment on peut faire la révolution. C'est-à-dire sur les modalités pratiques je dirais, du mouvement politique. Mais le problème qui s'est posé, que vous dites très bien, c'est une révolution anti-autoritaire. Et des gens comme Raymond Aron et beaucoup d'autres, les académiques de l'époque, sont des gens qui vont dire « mais on ne peut pas mettre en cause l'autorité ». Et le débat qu'on va voir arriver... L'autorité dans l'université, l'autorité des profs. Mais l'autorité partout. Ouais. Parce que mai 68, c'est quelque chose qui affecte toutes les institutions. Une des personnes qui est très connue ici au Mexique, qui va écrire un des livres les plus importants sur mai 68, c'est le jésuite Michel de Certeau.
Parce que lui, il voit très très bien que l'autorité ecclésiale est en train, elle aussi, d'être fragilisée, au même moment que l'autorité politique et que l'autorité universitaire. Donc le débat qui va être porté par mai 68, c'est comment maintenir l'autorité tout en respectant les demandes des étudiants. Je ne sais pas. De Gaulle symbolise l'autorité. Et De Gaulle, c'est l'autorité, c'est le président des présidents des présidents. De Gaulle, c'est la Ve République, c'est le présidentialisme. C'est d'ailleurs ce que notre ami le président Macron veut relancer. Mais ça ne marche pas plus aujourd'hui. On parle du pouvoir politique public, mais il y a aussi du pouvoir dans les familles, la relation entre fils et le père, etc. Ça, c'est juste. Vous avez entièrement raison. On avance dans ce qui peut être une espèce d'appréhension de mai 68. Mai 68, c'est l'affaissement de toutes les formes d'autorité. Et la première, c'est celle du père. Le père, c'est le père de la nation, c'est le président, c'est M. De Gaulle. Le père peut pas être le repère. Le père, c'était aussi le père politique que représentait pour beaucoup encore le Parti communiste qui va être décalé totalement du mouvement. Donc c'est un mouvement, on pourrait dire, de frères. C'est un mouvement de frères sans père. Mai 68, c'est un peu ça. Et bien entendu que ça va toucher les familles. Moi, j'avais 16 ans en 68, on n'avait pas le droit de sortir, on était enfermé à clé. Parce qu'effectivement, il ne fallait pas sortir dans la rue. Mais vous avez tout à fait raison, c'est la figure hiérarchique du père qui est mise en cause en 68. Mais le père, c'est le père politique, le père, c'est le père qui peut être le curé, hein, le père, c'est le père syndical, et c'est le maître de l'université. Parce que 68, sortons un peu de Nanterre, sortons de l'université, sortons de la politique. 68, c'est des gens qu'on trouve partout dans la rue, qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là, et la question pour eux, c'est comment est-ce qu'on va se parler? Est-ce qu'on a quelque chose à se dire? C'est toute la question. Est-ce que 68, et un peu c'est le débat, est-ce que c'est devenu un modèle politique pour la suite? Certainement pas. Je pense que De Certeau, là, c'est un livre qui est maintenant beaucoup lu et relu. C'est peut-être le livre le plus éclairant sur mai 68, la prise de parole. Et il dit qu'effectivement, d'une certaine manière, la révolution, elle a été manquée, elle s'est arrêtée. Mais que le langage a quand même changé. On n'a pas recréé un ordre, un nouveau De Gaulle, mais il y a quelque chose qui a changé, sans pour autant que l'ordre politique se soit totalement affaissé. On a eu un moment de suspens, où on a parlé ensemble, on a appris à parler autrement. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des dogmatismes, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a eu un apprentissage de la parole libre. On a appris à parler librement face à son père, face au président, face au pape, etc. Les hiérarchies se sont un temps affaissées, mais Raymond Aron avait raison, ça ne pouvait pas durer trop longtemps. Le problème, c'est qu'est-ce qui s'est remis en place? Est-ce que c'est un autre type de langage? Est-ce que c'est un autre ordre de langage? C'est ce que disait De Certeau. D'autres personnes, Castoriadis, un intellectuel très connu, va dire, lui, c'est une révolution momentanée qui anticipe une révolution bien plus importante, qui doit répondre sur le long cours aux problèmes de ce qu'on appelle, nous, la crise de civilisation. C'est ce que dira Paul Ricoeur aussi. Et lui, il dit, c'est le début de l'institutionnalisation d'un changement des mœurs. Donc le politique n'est pas mort, il se rétablit. L'Église n'est pas morte, elle se rétablit, même si elle est totalement fragilisée. Et les syndicats en ont pris un coup dans la figure, etc. Les institutions se remettent en place, mais les institutions ne peuvent plus fonctionner comme avant. Les relations entre les hommes et les femmes sont changées aussi. L'autoritarisme machiste a été mis en cause aussi. Et de l'autre côté, on a vu une réaction autoritaire. Je ne parle pas seulement de la France, si, je comprends. Parmi le monde. J'aimerais bien parler de ces deux sujets pour les prochains sermons, c'est-à-dire les changements de relations entre les hommes et les femmes et la réaction autoritaire contre la nécessité des gens de changer la hiérarchie et le niveau de l'autorité. Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta con Olivier Montjean, escritor,
Me da mucho gusto tenerla aquí hoy. Gracias. Bon, on s'est arrêté il y a un moment en parlant de l'autoritarisme. C'est-à-dire, d'un côté, les gens voulaient casser les normes de l'autorité, mais de l'autre côté, il y a eu de l'autoritarisme. Même de l'autoritarisme qui a voulu tirer dessus, comme ce qui s'est passé au Mexique. On parle de ces vieux modèles de l'autorité qui a eu peur vis-à-vis les gens et vis-à-vis ce qui s'est passé. J'aimerais bien savoir comment les pouvoirs représentés par De Gaulle, par Pompidou, par les maires, comment est-ce qu'ils ont réagi vis-à-vis les gens? Oui, vous avez tout à fait raison. N'oublions pas qu'on est à l'époque de De Gaulle. De Gaulle, c'est quand même le monde d'un certain catholicisme. Et il y a encore des échos aujourd'hui, puisque nous vivons en France des débats très importants concernant les mœurs, la bioéthique, le mariage pour tous. Et ce n'est pas un hasard si des groupes conservateurs disent tout cela est dû à mai 68. Mai 68 aurait été une révolution des mœurs. C'est ce qui vous donne raison. Vous croyez que De Gaulle ou le gouvernement a pensé aux armes contre les gens? Moi, d'après ce que je sais, mais je ne suis pas compétent comme historien, De Gaulle, au contraire, a calmé beaucoup de ses préfets et beaucoup des gens de la police. N'oubliez pas qu'on sort de la guerre d'Algérie, même si c'est 62, il y a eu le SAC, il y a eu des mouvements très compliqués, des mouvements de plus ou moins clandestins de gens qui étaient des parapoliciers, et De Gaulle est obligé de contrôler effectivement un certain usage de la violence qui n'est pas la police démocratique. Ce qui est surprenant, c'est que la solution de Gaulle et Pompidou, les premiers ministres, ont trouvé, c'était un grand, énorme dialogue entre tous les secteurs, surtout avec les travailleurs. Les accords de Grenelle sont la solution que mai 68 a trouvée pour apaiser l'état d'âme. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé avec les accords de Grenelle, qu'est-ce qu'ils ont signifié à l'époque? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que 68 qui commence avec l'université, donc effectivement la réforme de l'enseignement, comment organiser le savoir. Ça va être le travail de quelqu'un comme Paul Ricoeur, qui va être doyen de Nanterre, avec d'ailleurs un épisode, puisqu'il va se retrouver dans la poubelle à Nanterre du fait de gauchistes qui vont dire on ne veut pas de doyen, on ne veut pas de réforme. Donc voilà, donc la première réforme, c'est la question du savoir, c'est l'université, question qu'on connaît ici, cette question, qu'est-ce que c'est qu'organiser les disciplines, les savoirs, c'est quoi la culture générale, comment organiser la créativité, comment donner un peu d'importance à la culture artistique, etc., etc. Mais bien entendu, après, on est dans un pays où la question du travail est centrale, on est encore dans les 30 glorieuses, c'est-à-dire que l'emploi se porte pas si mal, c'est à partir de 75 que les problèmes vont commencer en ce qui concerne l'emploi et la croissance. Mais on est donc plutôt en période de plein emploi. Donc les accords de Grenelle consistent à modifier les rapports entre le salariat et le patron de l'entreprise. On retrouve à nouveau la hiérarchie. Donc c'est le rapport entre le patron et l'ouvrier, de même qu'à l'université, il y avait le rapport entre le maître et l'étudiant. On retrouve toujours cette même question. Toutes les relations dans la société constamment, sont mises en cause. Voilà, sont remises en même temps. Même si Raymond Aron a une position, on pourrait dire, réactionnaire, la vraie question, qui est celle que pose très bien Paul Ricoeur, c'est est-ce qu'on fait simplement une révolution radicale, utopique? Est-ce qu'il n'y a plus de patrons? Est-ce qu'il n'y a plus de maîtres à l'UNAM ou à l'université? Est-ce qu'il n'y a plus de maîtres, d'enseignants? Qu'est-ce que c'est que le rapport enseignant-enseigné? Il est asymétrique au sens... il n'est plus symétrique. Toutes ces questions sont posées. On voit bien qu'il faut rétablir de l'autorité. Mais quelle autorité? Quelle autorité? Et ça vaut pour l'entreprise, et je m'arrête, ça vaut pour l'entreprise où on va effectivement modifier les rapports entre le salariat et le patronat. Mais en quoi ça a changé? Parce qu'on parlait de la famille, il y a eu des changements importants. Dans l'université, ce sont des gros changements. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise? Les accords de Grenelle sont à l'origine d'une transformation, effectivement, des rapports salariaux entre le syndicat va trouver une place plus importante, avec un thème qui arrive à la CFDT, qui est celui de l'autogestion. L'autogestion n'est pas un thème qui arrive durant les événements, il arrive après.
Et des intellectuels aujourd'hui très importants, comme Pierre Rosanvallon, sont des gens qui ne font pas le mouvement de mai 68, paradoxalement. Ils sont touchés. Mais ils sont touchés, et il va rentrer à la CFDT après 68, et c'est lui qui va être un des grands théoriciens de l'autogestion. L'autogestion, ce n'est pas le refus du marché ou du capitalisme, c'est essayer de penser l'entreprise sur un mode qui n'est pas hiérarchique et essayer de penser l'entreprise autrement que comme une entreprise publique organisée par l'État. La France a cherché sa singularité dans la guerre froide. Ici, au Mexique, la guerre froide était la première et la plus importante explication pour notre 68. Est-ce que c'était la guerre froide, quelque chose de relevant, d'important? Il est évident qu'il y a un lien entre la décolonisation, c'est-à-dire la guerre d'Algérie, et ce qui se passe au Vietnam à l'époque. Vous avez tout à fait raison, on ne peut pas comprendre, je dirais, la nervosité de 68 sans comprendre qu'il y a un débat, il y a un combat contre le Vietnam, contre la présence américaine au Vietnam. Mais nous ne sommes pas mexicains, n'oubliez pas que les Américains ont succédé aux Français au Vietnam. Donc il y a dans la tête des jeunes Français une espèce de culpabilité. On a la culpabilité algérienne qui est plus ou moins réglée aujourd'hui, et on a cette culpabilité par rapport au Vietnam. Et ce qui se passe au Vietnam est très important pour comprendre 68. Il y a tout ce qu'on a dit, les jeunes, le problème des femmes, les mœurs, le travail, l'université, mais quelque part il y a le monde. Il y a le monde tel qu'il se réorganise, et vous avez tout à fait raison, il y a un côté très anti-américain, qui est d'ailleurs très proche de De Gaulle, parce que De Gaulle n'est pas un atlantiste forcené. Vous avez des mouvements à Berkeley, à Columbia, aussi à Tokyo, contre la guerre du Vietnam et l'énergie nucléaire, à Praga, au Mexique, c'est-à-dire à Berlin. Et je peux continuer. C'est-à-dire, c'est un mouvement global. Est-ce que les gens français étaient conscients qu'ils appartenaient à cette génération globale? Il y avait une sorte de contagion? Non, ça je crois que malheureusement, je le regrette, même par rapport à l'anniversaire de 68 qui s'est passé récemment, la France reste très hexagonaliste dans sa manière de célébrer 68. Je dois dire que je fais partie des gens choqués que là, et Dieu sait, moi je suis un militant antitotalitaire, on a beaucoup été à l'Est, en Tchécoslovaquie, etc. On a encore célébré 68 en oubliant ce qui s'est passé ici au Mexique, les massacres du Mexique, qui font que nous nous retrouvons aussi pour parler de 68, et en oubliant le printemps de Prague, qui était extrêmement important, puisque effectivement, il y a eu cette répression de la part de l'Union soviétique à Prague. La France était anti-américaine, elle voyait le Vietnam, mais elle ne voyait pas Prague, elle ne voyait pas Mexico. Elle ne voyait pas l'Union soviétique non plus? Si, c'était possible de penser que l'Union soviétique était derrière le mouvement? Non, parce que je pense qu'à l'époque encore, moi je fais partie du mouvement antitotalitaire très critique du communisme réalisé. À l'époque, lié au Parti communiste français, les gens n'imaginent pas du tout que le Parti communiste peut faire des dégâts. On ne critique pas encore l'Est. On critique l'Ouest américain, on ne critique pas l'Est. Et quelque part... La phrase de Sartre, il ne faut pas désespérer Billancourt. Vous avez tout dit, et quelque part, ils vont trouver dans mai 68 une révolution qui ne cherche pas à prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a déjà une critique du pouvoir tel que la gauche l'aimait, une certaine gauche, mais la gauche communiste, etc. Il y a une critique du pouvoir totalitaire. Et c'est pour ça que mai 68, qui est un mouvement sans pouvoir, est en même temps un mouvement très intéressant, parce qu'il dénonce les excès du pouvoir politique. Et des auteurs très importants pour nous, comme Claude Lefort, très connu en Amérique latine, Brésil, Mexique, c'est des auteurs qui voient dans mai 68 une manière, comme il dit, mûrie de faire la révolution. Mûrie de faire la révolution. On ne fait pas la révolution n'importe comment. C'est fini, la révolution de 17 et les dégâts qu'elle a commis. Mais vous avez tout à fait raison, on ne voit pas Prague parce qu'on ne veut pas voir Prague. Pourquoi on ne voit pas Mexico ? Vous pouvez mieux comprendre que moi, vous qui faites bien le lien entre le Mexique et la France. Voilà. Et pourquoi? On voit les États-Unis, peut-être, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est le mouvement hippie. Edgar Morin, un grand sociologue que je respecte beaucoup, il écrit le Journal de Californie, où il part vivre dans des communautés hippies liées à des campus sur la côte ouest californienne. Voilà.
Mais vous voyez que c'est quand même pas une reconnaissance de toutes les expériences qui ont pu être faites autour de 68 dans le reste du monde. Parlons d'Edgar Morin. Edgar Morin a fait des très bons liens. Oui. Il a une vision très ample, une grande vision sur les mouvements et il peut faire exactement, en passant le temps, des réflexions qui nous appellent ici au Mexique, qui appellent les États-Unis. Pourquoi Edgar Morin était une des meilleurs penseurs sur les sujets? Edgar Morin est quelqu'un qui, contrairement à un homme de gauche classique, qui explique tout comme un libéral par l'économique. Ce qui ne veut pas dire que l'économique n'est pas important. Edgar Morin, moi qui m'a éduqué, comme Claude Lefort, ce sont des gens qui comprennent que les logiques de pouvoir travaillent toujours les différentes pratiques, qu'elles soient économiques. Edgar Morin, qui est au Parti communiste, il va très très vite avec Claude Lefort en Pologne au moment des premières grèves de Gdansk en voiture. Et c'est là où, dès 56-57, c'est le groupe Socialisme ou Barbarie, que vous connaissez sûrement. Ce groupe-là, qui est un groupe de gauche, démonte les logiques de pouvoir à gauche. Et c'est ces gens-là qui nous ont éclairés. C'est ces gens-là qui nous ont éclairés. Et moi, je trouve intéressant de voir qu'Edgar Morin et Claude Lefort, qui écrivent un livre à chaud, durant les événements de 68, qui s'appelle La Brèche. Il y a une brèche, il y a une fracture. C'est des gens qui voient dans mai 68 une révolution qui ne veut pas prendre le pouvoir. Après, certains vont dire que l'échec de la révolution, c'est de ne pas avoir voulu être politique, plus politique, aller vers la représentation, aller vers le Parti socialiste, tout ce qui se met en place. Je pense que la grande force de Morin, de Certeau, et donc de Lefort, c'est de nous dire, attention, c'est la révolution des faibles. Mais il y aura toujours des révolutions des faibles parce qu'il y a toujours des faibles. Ça serait pensable. La fondation du Parti socialiste en 71, sans 68? Non, pas du tout. Ça, c'est l'expression politique du moment. Le Parti socialiste ne comprend pas les problèmes de l'antitotalitarisme jusqu'à la fin même de Mitterrand. Nous sommes des antitotalitaires de gauche, nous ne sommes pas entendus au Parti socialiste, nous sommes des minoritaires. Mais c'est pour ça que mai 68 est intéressant, c'est qu'il y a un moment où effectivement le d'effondrement, d'affaissement du pouvoir, qui est très intéressant. Mais après, il ne faut pas se tromper. J'évoque les bons côtés de 68. Moi, j'entre à Henri IV dans une préparation en mai 68. Je ne suis pas là pour raconter ma vie, je vais juste vous raconter les choses. Les maoïstes avaient pris le pouvoir. Le pouvoir n'avait pas disparu, le pouvoir dogmatique. Les professeurs n'avaient pas le droit d'enseigner, c'est eux qui faisaient les cours. Un professeur de lettres, un jour, a acheté une statue. Il a eu droit à un procès d'esthétisme. Bon, et par exemple, à l'époque, en 68, 69, un élève de prépa en France, Henri IV, lycée important, on avait la casquette de l'ouvrier sur la tête, et on mettait ce qu'on appelle la chouette de Minerve. La chouette de Minerve, c'est la chouette de Hegel, etc. C'est le signe de l'élite. Donc nous étions l'élite suprême via nos amis maoïstes, et nous étions le peuple ouvrier. Il y avait une schizophrénie totale. 68, il y avait encore un peu ça. C'est pas pour aller contre tout ce que nous avons dit dès le début. Il y avait encore un dogmatisme révolutionnaire qui fonctionnait. J'étais l'ouvrier et en même temps, j'étais l'élite qui disait à l'ouvrier ce qu'il devait faire. Là, il faut revenir sur Sartre. Sartre, oui. Il a fait la défense du maoïsme. Il était ravi de voir ce maoïsme parcourant les files des étudiants. Pourquoi Sartre a dit ça pendant les entretiens? Parce que Sartre restait un compagnon de route. Sartre a écrit une préface dramatique à Frantz Fanon contre l'Europe. Sartre était quelqu'un qui culpabilisait l'Europe, contre effectivement les pays émergents, etc. C'est la grande préface de Sartre au livre de Fanon sur l'Afrique, etc. Mais Sartre va un peu bouger quand même avec les événements de 68. Il va se rapprocher des vieux maoïstes qui vont créer un journal qui s'appelle Libération, qui est un journal qui a appris à devenir démocratique. Il faut être honnête, il y a quand même des... Vous voyez, moi j'ai plutôt parlé des antitotalitaires, des gens qui prennent de 68 le côté anti-autoritaire, mais il y a aussi tout un mouvement de 68 de gens
qui vont progressivement renoncer au dogmatisme. Et le journal Libération est un journal très intéressant. Et il est toujours vivant. Le directeur s'appelle Serge July. Mais ce qui est très intéressant, c'est tous ces gens qui fondent ce journal, ils n'ont qu'une thématique dans la tête, c'est la guerre. Il faut toujours faire la guerre. Dans leur tête, il y a l'idée que la guerre est toujours là potentielle. On est toujours en conflit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc vous voyez, c'est très compliqué. On a des parcours multiples. Mai 68, le mouvement 68, il a fait démarrer plusieurs mouvements et il a créé plusieurs des gens qui ont été leaders de ces mouvements. Je veux dire, on ne peut pas penser au féminisme, à l'ambientalisme, au pacifisme sans mai 68. Oui, je suis J'aimerais tout bien à fait parler de ces mouvements qui ont créé des droits, qui ont consolidé la démocratie et la liberté. Et on coupe maintenant et on revient, Olivier. Très bien. Regresamos un momento, no se vaya. Merci Olivier. Merci. Bon, on continue en parlant des mouvements. Et bon, je vais parler des mouvements des étudiants. Comment les mouvements des étudiants de l'actualité ont un rapport avec 68, avec ce moment-là. C'était les plus importants moments des étudiants dans l'histoire, c'était les premières. Mais comment aujourd'hui les indignés, les occupy, ici le mouvement 132, Yo soy 132, que c'est le mouvement mexicain, tous ces mouvements sont liés au mai 68. Comment vous Oui, moi je trouve que c'est une question très importante. Bon, ce qu'on voit, c'est que 68 n'est pas un mouvement modèle, c'est pas un mouvement homogène, c'est un mouvement qui va rendre possible des parcours. C'est un mouvement qui va être pris en main par l'autorité, mais c'est un mouvement qui va nous permettre de voir que des dogmatiques, même de la politique, vont changer de position. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qu'on voit très bien, par exemple, c'est que quelqu'un comme Danny Cohn-Bendit, ce n'est pas un hasard, s'est tourné très vite vers l'écologie. Il a fait un livre de dialogue avec Castoriadis sur l'écologie. Et c'est quelqu'un qui est très important effectivement, dans le combat de l'écologie, qui est devenu un combat universel. Je n'ai pas besoin d'insister. Il y a le mouvement féministe qui va en partie être issu de 68, qui est complexe lui aussi, qui n'est pas homogène. Bon, on ne va pas dire que les débats sur les genres, les transgenres fonctionnaient en 68, ce n'est pas vrai. Mais on voit très bien qu'il y a des filiations, qu'il y a des généalogies, qu'il y a il y a une mémoire de 68 qui est une mémoire qui peut donner lieu soit à ce que j'ai appelé au début l'instrumentalisation politique que je trouve ridicule, soit au contraire, c'est une mémoire qui rend possible des choses, qui donne envie à des gens de trouver des espaces de liberté. 68, ça a été l'invention momentanée d'un espace de liberté. Le pacifisme a joué un rôle aussi très important contre la guerre froide. Oui, mais on retrouve la question que vous posiez tout à l'heure, c'est que le pacifisme a été aussi un instrument très, très marqué par la gauche, qui est un instrument qui nous rendait un peu aveugles par rapport à ce que faisait l'Union soviétique à l'époque. Et c'est des gens comme moi, comme la revue Esprit et d'autres, qui avons au contraire mis en place des mouvements non pas antipacifistes, on n'était pas des guerriers, mais on a essayé de mettre en place ce qu'on appelle la lutte des droits de l'homme face à l'Union soviétique, etc. Ça a donné lieu à tout un mouvement qui nous a rapprochés des milieux dissidents en Europe de l'Est. Moi, à titre personnel, j'étais plus souvent en Pologne, en Tchécoslovaquie ou en Hongrie qu'en France durant toutes les années 75-85, avant 89. Le débat, il était un peu là. Et quelque part, les dissidents de l'Est, c'est des gens qui se référaient à mai 68. Mais vous voyez, ce qui est compliqué, c'est que mai 68, je peux dire, il y avait encore des dogmatiques, et comme on a pu le dire, la révolution culturelle maoïste était dans les têtes. De l'autre côté, c'est ce qui a préparé des mouvements de dissidence et des mouvements de droits de l'homme. Les droits de l'homme sont quelque part issus de mai 68. C'est pour ça que ceux qui critiquent les droits de l'homme aujourd'hui disent que c'est un mouvement individualiste qui a mis en cause le politique, l'ordre public. C'est vrai. Vous pourriez
être d'accord avec l'idée que l'individualisme est né, comme on le connaît aujourd'hui, en 68? Moi, je n'emploie pas le mot individualiste qui est complexe, que je pense que tout individu est pris dans une société. Donc effectivement, et bon, le mouvement des droits de l'homme, il existe, mais il a un sens politique. Il Mais pense moi, au je suis... consumérisme, il pense à... L'individualisme, c'est deux choses différentes. De dire c'est le consumérisme et de pouvoir faire une critique, comme Castoriadis, de la société, de la crise de civilisation. Et je me permets d'ailleurs de dire au Mexique, ici même, pas très loin de Cuernavaca, que quelqu'un qui a compté énormément et qui pour moi était dans le sillage de mai 68, très lié à la revue Esprit, c'est Ivan Illich. Ivan Illich est quelqu'un qui nous a permis de mieux comprendre un petit peu ce qu'était le combat contre le consumérisme. C'est tout le thème de la convivialité. On parlait d'autogestion tout à l'heure, mais convivialité, c'est un thème d'Ivan Illich, Cuernavaca, c'est un thème qui fait écho à l'autogestion aussi. Vous voyez, il y a plein de choses qui vont se greffer. Mais n'oublions pas quand même des gens qui n'ont pas fait 68 et qui après vont être... d'une certaine manière, des veilleurs de l'esprit de mai 68. Vous disiez, il y a un moment, à l'époque, vous viviez encore les 30 Glorieuses. C'était cette étape de progrès après la guerre. Mais aussi, 68, c'était la critique à ce genre de croissance. Ah ben tout à fait, bien sûr. À la manière comme la croissance était en train de détruire la planète. C'est-à-dire, c'est les arguments de l'ambientalisme. Il y a très vite intervient le rapport qu'on appelle celui du Club de Rome qui explique qu'on est en pleine croissance, mais attention, il faut en profiter pour calmer le jeu, hein, pour effectivement ne plus être dans une logique du même type. Mais les choses vont... Donc il est vrai qu'en mai 68, alors qu'on n'est pas dans une période difficile sur le plan de l'emploi et de la croissance, toute cette thématique critique des modes de consommation est centrale. Parce que mai 68, c'est une réflexion sur la manière de vivre, sur la manière d'être, sexuellement, consommation, politiquement. Et on essaye de découvrir un autre mode de vie. Et ça, je crois que c'est une chose qui a du sens encore aujourd'hui. Donc tirons le bon sens de mai 68, parce qu'il y a un bon sens de mai 68. Oui, c'est ça qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Je pense. Vous étudiez les mouvements des villes, vous étudiez les mouvements contemporains. Côté moi, avec beaucoup de gens, je pense qu'on retrouve dans mai 68, dans beaucoup de mouvements contemporains, moi c'est parce que je travaille sur l'urbanisation, les problèmes urbains, les problèmes de ville, je vais en évoquer trois. Il y a un premier mouvement depuis 2011 qui est lié au printemps arabe, on en a parlé ici, et donc les printemps arabes, n'oubliez pas, c'est un mouvement des places, plaza, c'est-à-dire il faut pour se faire sa place, occuper la place. C'est un mouvement des places. De même que mai 68, c'était peut-être Nanterre. Des places réelles ou oui, des places virtuelles? Non, la place réelle, la place réelle. physique. Ici. On a eu la Tunisie, on a eu Bahreïn et on a eu surtout, on a eu la place Tahrir au Caire, qui est le mouvement le plus important. Moi, j'ai écrit des articles là-dessus. Pendant des semaines et des semaines, vous avez une partie de la population du Caire qui est venue occuper la place Tahrir. Ce n'était pas mai 68, mais il y avait quelque chose de l'occupation qu'on avait connu. Donc ce mouvement des villes, il est très important. Il s'occupe, il consiste à occuper à trouver physiquement sa place dans les places physiques. Si vous parlez de l'Espagne avec los indignados, si vous parlez de Occupy voilà. Wall Street, il y a le mouvement des places qui d'ailleurs avait eu un écho, n'oublions pas, au Guatemala et qui a été à l'origine de l'éviction d'un président de la République. Vous pouvez parler ça mieux que moi. Il y a eu, après le mouvement des places, ou un peu avant, après 2008, la grande crise financière, nous avons ce qu'on appelle le mouvement des villes. Le mouvement des villes, il naît à Barcelone, plutôt, 2008. Parce que le problème du mouvement des villes, c'est que la crise financière fait que des gens ne sont plus logés. Il faut trouver un logement. Donc le mouvement de ville, ça va donner lieu à ce qu'on appelle le mouvement des villes rebelles. Les villes rebelles, ce n'est pas des villes qui sont rebelles au sens contestatrice révolutionnaire, c'est des villes qui veulent prendre leur autonomie pour organiser l'espace, organiser le logement et organiser l'emploi. La personne la plus intéressante, qui est en difficulté aujourd'hui, c'est Madame Ada Colau, qui est la mairesse de Barcelone. On a ce mouvement des villes qui est très important et qu'on va trouver en Espagne. Il y a plusieurs livres dessus, qui n'est peut-être pas sans lien avec les revendications en Catalogne, bon, qui est très important. Ce mouvement des villes rebelles, il va être repris par un autre mouvement, qui est celui et qui m'intéresse beaucoup et qui n'est pas sans écho à mai 68, qui est celui des villes refuges. Le thème de la ville refuge, c'est un thème biblique que je ne vais pas évoquer par manque de temps, si on a le temps. Mais ce thème de la ville refuge, il est lié à quoi?
un problème que vous connaissez mieux que tout le monde Migration. et que nous on commence à connaître, qui sont les migrations. Ça veut Los dire, Angeles, comme c'est la dit question de Refuge, l'hospitalité, ouais. c'est la question de l'accueil. Et le mouvement des villes, c'est un mouvement qui consiste à se poser la question de comment accueillir. Alors j'insiste là-dessus, parce que ce problème des migrations, qui est un problème central au Mexique, vous voyez bien aujourd'hui en quoi il est central en Europe, pour des raisons qui sont différentes. Laissez-moi rejoindre les Fronts National une fois dans ma vie. Peut-être c'est vrai que la fin de l'État-nation s'exprime dans la fin de la politique nationale. Et aujourd'hui, on vit, c'est plus près, la politique locale, la politique de la ville, la politique de voisinage. Ça a changé. C'était si on voit mai 68 et on voit les pressions. Ça me plaît beaucoup ce que vous dites, parce que moi, ce qui m'intéresse, travaillant sur les problèmes urbains, c'est de voir que de plus en plus, il y a une autonomie des villes. Mais il y a des pays où c'est très difficile d'avoir une autonomie des villes. Quand vous êtes en France, c'est un pays à état fort. Les villes n'ont pas beaucoup d'autonomie. Quand vous êtes en Italie, pays à état faible, les villes ont beaucoup d'autonomie. Mais ça peut donner aussi des mouvements régionaux et urbains qui sont sécessionnistes et, comme on le sait, anti-immigrés. Hein, donc, il y a des villes qui accueillent et il y a des villes qui ne veulent pas accueillir. Mais moi, ce que je retiens de ce qu'on dit, c'est qu'on voit de plus en plus le mouvement des villes prendre de l'importance par rapport aux États. Alors tout ça, il faut faire un peu de politique, il faut l'analyser au coup par coup. Autrement, on dit n'importe quoi. Pour bien connaître la Colombie, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit que c'est un pays où l'État est faible et où les villes sont très fortes parce qu'elles ont beaucoup d'autonomie. Le Mexique, je vous laisse faire le commentaire. Mais on a donc aujourd'hui un mouvement des villes qui est très intéressant. Et je me permets même de remonter un peu la frontière et d'aller vers les États-Unis. Nous sommes tous là pour critiquer les États-Unis encore aujourd'hui. Je voudrais juste évoquer un mouvement très important qui est celui des villes sanctuaires aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est que je pense que c'est connu ici. En France, les gens ne le connaissent pas. Lorsque vous parlez les villes sanctuaires, des villes refuges, c'est voilà. la même chose que des villes. Les villes sanctuaires, c'est parti des campus, ça pourrait partir de l'UNAM, je ne sais pas. C'est cette idée qu'effectivement, on est dans un État fédéral, donc ça ne vaudrait pas pour la France. Ça peut valoir chez vous. On est dans un État fédéral, et effectivement, la police fédérale n'a pas le droit dans une ville sanctuaire, si le maire l'a décidé, de contrôler les migrants. C'est ce qu'on appelle le mouvement des villes sanctuaires. C'est très important de comprendre ça si on ne veut pas dire que les États-Unis sont un pays qui est en train de rompre avec la démocratie. Vous avez des mouvements de villes, vous avez on a parlé donc du mouvement des places, des villes refuges, du mouvement des villes rebelles, des villes... Pour moi, il y a quelque chose qui fait écho à ce qu'était l'esprit de 68. On parle encore de ces relations de pouvoir, maintenant entre l'individu, la ville et la nation. C'est un bon parcours pour ce genre de relations. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, presque toutes ces relations dont on a parlé sont mises en cause. Il y a une discussion assez sérieuse sur la relation entre les hommes et les femmes, la violence sexuelle. Il y a une discussion sur la famille, quel genre de famille il faut construire, si la famille traditionnelle ne réduit pas des libertés. On est en train de parler de la crise du monde du travail encore. Oui. Si j'exagère, vous me pardonnez. Si ce n'est pas vrai qu'on est en train de vivre la fermeture d'un bloc historique, si je parle de Gramsci. C'est-à-dire, on a commencé un bloc historique en 68 et on est en train de fermer ces blocs historiques et on ne sait pas qu'est-ce qui va... On voit encore les effets de 68. Pour moi, la grande question, si vous voulez, on sait qu'il y a une crise de la vous venez de le vivre au Mexique aussi, de la représentation politique. Nous l'avons vécu en France avec Macron. L'Angleterre, les États-Unis, il n'y a qu'une démocratie. C'est l'idée que la représentation politique par les partis est de plus en plus mise en cause. Et que les gens ne veulent plus en entendre parler. Hein, c'est ça le gros point. Ma grande question à moi, mais je n'ai pas la réponse, et je ne parle que de l'Europe, je ne me permettrai pas de parler ici, c'est la disjonction de plus en plus entre des États qui n'ont pas disparu. Les États ne sont pas en voie de disparition. Ils se durcissent, ils se renforcent, ils deviennent plus sécuritaires et plus militaires. Et on a un mouvement démocratique qui est un mouvement qui est de plus en plus dissocié de la vie politique. On est d'accord? Qui va de mouvements qui peuvent être violents, qu'on connaît en France, à des mouvements associatifs classiques. Donc moi, ma grande question, c'est durcissement de l'État, un peu partout. Je ne parle pas une fois de plus du Mexique, par mes connaissances. Et un mouvement démocratique
qui n'est plus dans le sillage de 68, bien sûr, mais on a vu que c'était compliqué, mais un mouvement démocratique qui est aujourd'hui hétérogène et qui ne veut plus de la représentation. Et quand vous voulez plus de la représentation politique, vous ne voulez plus de la représentation au sens strict, donc on retrouve l'autorité. Et le problème qui nous manque à nous, c'est le grand problème, c'est quelle est, vous avez dit fin d'un bloc historique, c'est quelle est la représentation historique que nous nous donnons, nous Français, nous Européens, alors qu'on est en train de s'enfermer dans des blocs qui sont des blocs un peu identitaires. Avant de venir ici, j'étais dans le nord de l'Italie, la région la plus riche d'Europe, l'élégance, la richesse, l'industrie. 5 étoiles gouvernent tout. Salvini est là. Je n'ai pas vu un militaire, je n'ai pas vu un soldat, je n'ai pas vu un immigré, je n'ai pas vu un pauvre. Je me pose la question. Salvini, le barbare, il est là dans la région la plus riche d'Europe. Voilà, je m'arrête. On va fermer avec une dernière question. On a parlé beaucoup de la crise entre générations, la difficulté des générations pour se comprendre l'une et l'autre. Comment est-ce que vous voyez la génération de jeunes gens aujourd'hui? Ils sont intéressés dans la politique, ils sont conscients de son rôle dans la politique, dans la vie du pouvoir. Les gens plus jeunes. Les plus jeunes aujourd'hui. Quel est votre regard au sujet de l'actuelle génération de jeunes gens? Moi, je n'aime pas trop le discours générationnel, comme s'il y avait des... Bon, mais je vois quand même, en tant qu'intellectuel, éditeur, responsable d'une revue et professeur, d'une certaine manière, ce que je vois, c'est que quand même les révolutions technologiques, on n'en a pas parlé, ont des effets énormes, effets sur la lecture, l'écriture et toutes ces choses-là. Je n'ai pas besoin d'évoquer plus. Quand on fait... ensuite, je remarque que l'évolution universitaire, je parle toujours en tant qu'intellectuel, fait que le jeune est de plus en plus dans sa bulle spécialisée, hyper spécialisée, avec de moins en moins une capacité que j'appellerais généraliste, de faire le lien, entre 68, nous, moi j'ai 5 diplômes, ça veut dire on allait d'une discipline à l'autre. On adorait ça, on était multidisciplinaire, on était curieux. Aujourd'hui, j'ai affaire à des gens qui me paraissent 100 fois plus intelligents que moi, très doués, mais ils sont dans leur bulle. Je ne veux pas généraliser. Ce n'est pas une génération globale, parce que la révolution mais une fois de plus, je ne veux pas généraliser, mais on a quand même une crise de l'intelligence. Ça ne veut pas dire qu'on est moins intelligent, au contraire, on le voit avec les nouvelles technologies. De la façon dont l'intelligence est produite. On a une crise, on a commencé par ça, on a une crise du langage, au fond, de la réorganisation du langage. Et ça, je pense que c'est une vraie question. Si vous voulez faire de la politique, il faut s'accorder sur des concepts communs. Pour délibérer, il faut avoir un langage commun. Les Grecs, ils ont inventé en même temps la politique, la science et la philosophie. Hein, c'était aussi des scientifiques. Et ils ont inventé la politique au sens, pour discuter entre nous, il faut, comme on l'a fait là, j'espère, avoir des mots communs pour discuter. Pour être en désaccord, il faut avoir un langage commun. Il faut réinventer la... Aujourd'hui, ce que je vois d'Europe, il y a des consensus mous, on est d'accord sur des choses molles, et des dissensus dangereux. Est-ce que l'imagination sert encore pour changer les pouvoirs? De ce qu'on peut retenir de 68, c'est que l'imagination doit plus que jamais prendre le pouvoir. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut réinventer des utopies dangereuses. Il faut redevenir imaginatif, mais imaginatif concrètement, c'est-à-dire, comme on l'a dit, en donnant le rôle au corps, au physique, mouvement des places, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Il faut retrouver l'imagination physique et pas se perdre constamment, même si ça a sa place, dans le virtuel. Parce que le virtuel nous délocalise. Aujourd'hui, on est dans un monde global, un monde de flux. Moi, c'est ce que je vois avec l'urbanisation. Il faut se recontextualiser. Olivier, c'était vraiment un grand cadeau pour Espiral, pour vous savoir ici, pour vous entendre. Et je crois que maintenant, tous nous pouvons comprendre mieux, pas seulement 68, 2018. Oui, c'est notre problème. Nos despedimos próxima semana aquí en Espiral, Canal 11, todos los miércoles, 10 de la noche.